et Monarchie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Rebecca Manek qui euh, va nous entretenir par rapport à son manifeste qu'elle propose donc pour le Mali et disons l'Afrique en général. Et nous avons voulu en savoir plus et nous avons voulu partager donc, n'est-ce pas, ces idées-là ou ces réponses avec vous. C'est pourquoi elle est là. Donc, et c'est la deuxième fois que Rebecca revient sur notre plateau. La première fois, elle était ici à titre de la porte-parole du collectif pour la libération, porte-parole, n'est-ce pas, du collectif international pour la libération des prisonniers politiques au Togo. Et donc, elle va nous entretenir par rapport au manifeste qu'elle a rédigé et pour le Mali. Alors, Madame Rebecca, bienvenue à Afrique et Monarchie, cette émission et qui parle donc des problèmes d'Afrique. Oui, bonsoir. Oui, alors, madame, vous êtes là pour nous parler, en Oui, tout cas répondre à quelques questions par rapport à votre manifeste. D'abord, je vais vous demander qu'est-ce qui explique votre désir de produire un manifeste pour le Mali. bon, alors, mon désir, en fait, moi, je vis au Mali depuis longtemps déjà, hein, et je suis militante politique depuis très, très longtemps. Vous m'avez déjà reçu sur ce plateau, je vous ai fait part un petit peu de mon parcours, Oui, partiellement. Alors, moi, je suis arrivée au Mali, en fait, et d'abord dans la brousse. Donc, en fait, j'ai vécu dans la peau d'un paysan malien durant une année. Dans les villages un peu plus longtemps, en dehors de la capitale assez longtemps. C'est après le coup d'État en fait de 2012 que je me suis retrouvée dans la vie citadine. Et là, j'ai été effarée par les inégalités sociales, les inégalités économiques et politiques que vivent les gens dans ce pays. À force de discussions avec des amis, avec des Maliens, j'ai jeté mes idées sur papier en 2017 et c'est après le coup d'État de 2020 que je l'ai tapé en fait. Alors, moi, je suis surtout consciente du potentiel du Mali. Et ça, je l'ai toujours été en fait. Je suis militante politique, révolutionnaire et je suis consciente du potentiel du Mali dans une révolution africaine. Le Mali, c'est le deuxième sous-sol d'Afrique après le Congo, hein. Il oui. possède une énorme surface de terre arable. Cette terre arabe peut nourrir presque toute l'Afrique. Et ça, c'est indispensable dans une révolution d'avoir le potentiel de nourrir la population. Et d'ailleurs, la France, elle était consciente de ça, hein, parce que la France, c'est elle-même qui a créé et développé le projet de l'Office du Niger durant la colonisation. Cet Office du Niger a été collectivisé par Modibo Keïta, puis ensuite, elle a été privatisée sous Moussa Traoré. Donc en fait, c'est cette conscience révolutionnaire qui a produit ce manifeste. Ok. Alors, c'est bien, je pense que nous comprenons donc les raisons du manifeste. Alors, pourquoi prenez-vous l'abolition de la monnaie actuelle? Parce que dans le manifeste, vous avez parlé de la monnaie, beaucoup de la monnaie, et l'on se demande, parce que vous êtes allé jusqu'à dire qu'il faut abolir la monnaie actuelle. Pourquoi l'abolir? Alors, dans le manifeste, je ne parle pas que de la monnaie actuelle, je parle de la monnaie en général. En général, ok. Dans, Autant pour moi. oui, dans mon manifeste, en fait, la seule valeur d'échange, je précise en fait qu'il y a d'échange avec l'extérieur qu'avec de l'or. En fait, le seul moyen d'échange que je propose, c'est l'or. Alors, pourquoi l'or? Ben, c'est simple, parce que le Mali, en fait, regorge d'or. Donc, à partir du moment où on décide que l'or est notre monnaie d'échange, en fait, on devient à partir de ce moment-là souverain et fort si on nationalise les ressources. L'or, déjà, ne peut pas se contrefaire. Donc, de cette manière, on peut être maître de notre balance commerciale. S'il y a commerce, bon, moi, j'envisage pas de commerce, en fait.
En tout cas, pas dans mon économie, en fait. Moi, je ne sers pas une économie de marché. Parce que la monnaie, en fait, ça sert à l'économie de marché. Et ça n'a aucune utilité dans une économie de la réciprocité. Moi, je revendique une économie de la réciprocité. Je défends une économie de la réciprocité rationalisée. Alors, je peux reprendre quelques phrases du manifeste, par exemple, sur la monnaie, où je dirais qu'aucun individu ne peut échanger quoi que ce soit sur le territoire national. Donc, l'échange, parce que l'échange, ça s'inscrit dans une économie de marché, hein, même s'il n'y a pas de monnaie. Or, moi, je ne suis pas inscrite dans l'économie de marché. Donc, l'exploitation de l'homme par l'homme ne peut pas avoir lieu sur le territoire national non plus. Personne ne peut jouir du travail d'un autre directement. La plus-value individuelle sur la force de travail est proscrite dans la nation et la force de travail ne peut être qu'à profit personnel ou collectif, mais non échangeable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser le travail de quelqu'un, vous ne pouvez pas utiliser quelqu'un pour faire une plus-value. En fait, la monnaie, à la base, c'est un moyen d'échange contre une marchandise. D'accord? C'est pour ça que ça a été créé. La marchandise, à la base, ça se mesure en temps de travail moyen pour la produire. Ici, je vais reprendre la pensée de Marx. Marx, en fait, il nous développe dans le livre qui s'appelle Le Capital, l'idée du fétichisme de la monnaie, et il explique en fait qu'à utiliser la monnaie pour l'échanger avec des marchandises, on perd l'idée du rapport social du travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail fourni pour produire une marchandise, ça correspond à du temps. Dans l'économie de marché, le principe du commerçant qui achète des marchandises a pour objectif de développer un capital en exerçant une plus-value sur ce capital. Ça développe la cupidité, ça développe la concurrence. De fait, ça développe les guerres, ça développe la pollution, ça développe l'exploitation de la force du travail, donc du prolétariat et de la paysannerie. Donc, dans ce circuit, ce qu'on oublie avec la marchandise produite, c'est que c'est le résultat d'un temps de travail. Abolir la monnaie, ça permet de mettre tout le monde à l'intérieur du pays au même niveau, ça permet de supprimer les problèmes tels que la corruption, la domination, puisqu'on est toujours en train de parler de lutter contre la corruption, mais en fait, la corruption, ce n'est qu'une conséquence du problème, ce n'est pas une cause. Donc, en plus, la monnaie actuelle, là, le CFA, nous, on est dans le CFA au Mali, mais c'est une monnaie de dépendance, de soumission à l'Europe à travers la France et au capitalisme dans un système où on est forcément perdant. Donc, si on reprend encore dans mon manifeste, je dirais que en fait, la monnaie, elle sert à acheter ce qui nous manque. Ça, c'est une idéologie du capitalisme, en fait. C'est manque. On est toujours dans le manque. On manque toujours de quelque chose. On veut toujours plus. On nous crée des envies. Et il faut qu'on s'affranchisse de ce système en gérant nos propres ressources pour notre autosuffisance. Et si on gère nos ressources, au lieu de réparer un manque, on va aussi arrêter avec l'illusion du capitalisme et cette idéologie du développement qui donne l'illusion du retard. On est toujours en train de parler de retard, de développement, etc. Et tout ça, ça va avec la monnaie. L'or, en fait, il y a un problème. L'or, en fait, c'est une garantie unique. On ne peut pas la contrefaire. Donc, au moins, ça nous permet, en fait, de garder le contrôle par l'or. Et puis, surtout, là, on voit, par exemple, on est dans une situation où on nous parle d'embargo. Mais en fait, on pourrait nous-mêmes décréter un embargo parce qu'on est le deuxième sous-sol d'Afrique. On a toutes les ressources qui nous sont nécessaires. On a tout ce qu'il faut ici. Et si on nationalisait nos ressources, eh ben, on pourrait, avec l'or, faire ce qu'on veut, alors que là, on est dépendant d'une monnaie qui n'est pas la nôtre. Et du coup, on est complètement dépendant. On nous a coupé les avoirs, on nous a coupé le système d'échange. Et nous, on est coincés là-dedans, alors que si on décidait de changer les règles du jeu, si on décidait que l'or appartient aux Maliens et que cet or est la valeur d'échange, on aurait le pouvoir dans ce système.
Voilà pourquoi je demande à ce que la monnaie soit abolie, pour qu'on soit tous égaux, et puis qu'on arrête avec ce jeu du capitalisme où en fait on est toujours perdant, quoi. Ok. Ok. Vous semblez faire le procès du capitalisme. Pensez-vous que le problème du Mali est une conséquence du capitalisme? Alors, en fait, on n'est pas en dehors du système, alors on va être obligé de faire un petit peu d'histoire et un petit peu d'histoire économique, Oui, parce que c'est nécessaire de comprendre certaines idées, certains phénomènes, et que l'histoire, c'est une continuité. Le monde, il est plongé dans le capitalisme depuis des siècles. Ce oui. système, en fait, il existe depuis environ un demi-millénaire. Le capitalisme est plus ancien, mais moi, là, je vais parler du système capitaliste. D'accord? Ok, Alors, ok. comment, en fait, ce système s'est installé? En fait, avant, on a la propriété de marchandises. Même l'humain fait partie des marchandises. On vend des esclaves, etc. Mais il n'y a pas encore de propriété de la terre ni des outils de production jusqu'à l'installation du système capitaliste. Et ça, c'est le grand tournant du capitalisme. Le capitalisme qui devient système de production a pour base, en fait, des fondements comme le patriarcat, par exemple. Alors, on aura certains défenseurs du capitalisme qui feront croire que ce patriarcat est naturel, mais on a les études historiques, anthropologiques et sociologiques qui peuvent démontrer le contraire. Et on Ok, a aussi oui. la propriété privée. Et cette propriété privée, en fait, elle débute au moment des enclosures. Les enclosures, ça commence au XIIe siècle. Ça prend toute sa force au XVe siècle. Alors, les enclosures, si jamais les gens ne savent pas ce que c'est, c'est le moment en Angleterre où, en fait, on commence les propriétaires terriens qui Oui. s'approprient la terre et qui jettent les paysans qui cultivaient ces terres de ces terres. Et donc, ces paysans se retrouvent obligés d'aller vendre leur force de travail à la ville. C'est comme ça que Ouais, se ouais. crée le salariat et par le salariat se crée le système capitaliste qui permet de faire une plus-value sur cette force de travail. Alors, qu'est-ce qui permet de définir le capitalisme en tant que système de production? En fait, il se définit à partir de l'économie de marché, d'un rapport de classe. On voit au niveau des enclosures, donc on a ces nobles et ces bourgeois qui donc s'approprient la terre et donc qui créent cette classe de laborieux, de gens, même si avant ils sont paysans, ils arrivent à plus ou moins s'autosuffire sur la terre. Là, à ce moment-là, en fait, ils n'ont pas de moyens de manger, ils n'ont plus de moyens, en fait, de quoi que ce soit. Ils sont obligés de vendre leur force de travail pour pouvoir survivre. C'est là qu'on a Oui. un rapport marchand, celui de la force de travail, donc du salariat. Donc, le salariat, il résulte des enclosures, d'accord? C'est à ce moment-là, en fait, que l'Europe prend le leadership du capitalisme et qu'il l'introduit comme système. Donc, si certains sont intéressés par l'histoire du capitalisme, je les invite à aller sur ma chaîne. Moi, je suis Rebecca Manac, ma chaîne YouTube a le même nom. J'ai fait une conférence formation l'année dernière sur le capitalisme et sur son histoire pour que les gens comprennent bien, en fait, qu'est-ce que c'est que ce système. Du coup, je vais parler du Mali en tant qu'État. L'État malien est le résultat, en fait, du colonialisme. Le colonialisme, c'est une conséquence du capitalisme. L'Afrique, elle est découpée telle que, en fait, ou presque telle que, depuis la conférence de Berlin en 1885. Les États africains, eux, ils ont été créés suite aux indépendances sur ce même schéma de la colonisation. Les frontières telles que définies dans la conférence de Berlin De et Berlin. sur le modèle, oui, et sur le modèle économique capitaliste avec, par exemple, le maintien des cultures de rente qui sont spécialisées. Par exemple, on a la culture de la banane dans certains pays, la culture de coton dans d'autres, etc., etc. Du coco, café, cacao, tout ça là, ouais. Voilà, voilà. Donc voilà, on est dans les cultures de rente au lieu d'avoir de la culture vivrière. Bon. Ouais, ouais. Alors, certainement que vous allez me parler, vous allez me dire, oui, mais il y a des pays qui étaient sur l'idéologie communiste. Alors, effectivement, au moment de la conférence de Bandung en 1955, c'est la conférence des pays non alignés. Oui. Mais ils se disent non alignés.
Mais la vérité, déjà, à cette conférence, on voit déjà que certains se posent plus vers le bloc de l'Est et d'autres plus vers le bloc de l'Ouest. Déjà. Mais en plus, ils développent quelle idée dans cette conférence? Ils développent l'idée des pays du tiers-monde. Qu'est-ce que c'est que cette idée de pays du tiers-monde? C'est l'idée que, en fait, il y aurait un retard dans le développement qu'il faudrait rattraper. Mais cette idée, c'est une idéologie qui résulte du capitalisme et surtout de l'impérialisme. Alors, même si on a des pays qui se mettent du côté du bloc de l'Est de l'URSS, hein, parce que c'est la guerre froide à ce moment-là qui commence, et donc on a cet affrontement des deux blocs. Donc, on a le soutien pour certains des pays de l'URSS qui développent des idéologies marxistes, mais en fait, ces idéologies ne sont pas du communisme. On a l'habitude de dire communisme, 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 mais en fait, ce n'est pas du communisme, c'est du capitalisme d'État. Alors, ça veut dire quoi, le capitalisme d'État? Le capitalisme d'État, c'est le socialisme réel, soit du communisme avorté, en fait. Donc, bon, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, parce que ce n'est pas ça qui nous préoccupe là. Je continue sur l'histoire, en fait, pour essayer de comprendre pourquoi ce procès du capitalisme. Donc maintenant, on va arriver dans les années 80-90, où là, en fait, on a l'OMC, la Banque mondiale, à travers le FMI, qui propose pour rattraper les dettes des pays, le supposé retard des pays du tiers-monde, donc sur les pays qui sont dits développés, ils proposent quelque chose qui s'appelle les PAS, les plans d'ajustement structurel. Structurel, oui, les PAS, oui. Oui. Ça, ils vont les imposer au monde entier et c'est là que va se développer le libéralisme généralisé. Maintenant, vous entendez le terme mondialisation néolibérale. Donc, la mondialisation néolibérale résulte des PAS, des plans de l'OMC, de la Banque mondiale, pour régler ces histoires de dettes, soi-disant, et de rattraper le retard des pays dits sous-développés. Alors, c'est quoi le bilan des PAS au Mali? On peut dire même en général. Alors, le bilan des PAS, c'est la vente des sols, la vente des sous-sols, la vente des entreprises publiques, une hausse de l'immobilier. La politique foncière a créé quoi? Des affrontements de plus en plus importants entre des intérêts divergents qui sont par exemple ceux des cultivateurs et des éleveurs. Ça, on retrouve ce problème un peu partout en Afrique maintenant. On a aussi des massacres de masse pour pouvoir s'accaparer et ou exploiter les sous-sols. Alors pour ça, si ça vous intéresse de comprendre ce qui se passe exactement au lieu de suivre la propagande qui suit sur les réseaux sociaux, moi je vous invite à lire des livres comme Noir Canada, qui est un travail formidable qu'a fait Alain Deneau sur la question. Ou bien vous avez un petit papier que vous trouvez facilement sur Internet, parce que le Noir Canada est un petit peu plus compliqué à trouver, mais vous pouvez le trouver en PDF si vous cherchez bien. Mais vous avez un papier qui s'appelle « Comment les multinationales canadiennes pillent l'Afrique ». Et vous allez comprendre un petit peu le système, comment ça fonctionne et pourquoi on est dans cette guerre. Pourquoi au Congo, on est arrivé à 12 millions de morts? Pourquoi au Mali, on ne sait pas, on ne peut pas les compter pour l'instant, mais on est quand même dans une guerre depuis déjà longtemps avec des massacres. Donc, en définitive, les PAS ont provoqué alors une hausse conséquente des prix, une hausse conséquente des coûts, une perte de souveraineté économique des pays au profit des intérêts privés internes comme externes, hein, parce que souvent on fait croire que tout est la faute de la France. Non, 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 non. Et il y a une bourgeoisie internationale. Internationale veut dire que la bourgeoisie, elle est partout. Elle est et en Afrique et à l'extérieur de l'Afrique. Et cette bourgeoisie tire très bien son épingle du jeu. Du coup, on a donc cet enrichissement de la bourgeoisie nationale et internationale. Donc, de fait, un plus grand écart entre les prolétaires et les paysans réunis et la bourgeoisie. Donc, la privatisation des biens de base comme la terre, l'eau, la santé, l'éducation, les moyens de communication et même la nourriture, puisque maintenant, en fait, le paysan, il produit plus pour lui, il produit pour un
comment dire, c'est pas un mécène, mais c'est quelqu'un en fait qui l'emploie en fait. Il est devenu un employé de production de nourriture. Il n'est plus un paysan pour la majorité des gens en fait ici maintenant. Donc en conséquence, on a quoi? On a une plus grande précarité, on a une misère accrue de la population la plus faible. On pourra constater quoi? Qu'on a de nombreux SDF et ça augmente de plus en plus, alors qu'on a de plus en plus de buildings. Hein. Ça, c'est quand même assez considérable. On a plein de buildings luxueux et en même temps, on a un tas de SDF dans les rues qui augmentent. On a de nombreux enfants qui sont livrés totalement à eux-mêmes. Et donc, forcément, en conséquence, on a une hausse de la délinquance, une hausse de la marginalisation, et inévitablement de l'insécurité. Alors, j'aborde même pas la question de l'insécurité environnementale ici. Alors oui, je fais le procès du capitalisme. Oui, alors, je pense que c'est clair, en tout cas par rapport aux raisons. En tout cas, votre manifeste ressemble vraiment à celui au manifeste communiste. Et pensez-vous que, en tout cas, à l'heure où nous parlons, aujourd'hui au XXIe siècle, c'est la solution, le retour au communisme? Alors, certes, j'ai une lecture politique marxiste de la société. J'analyse le capitalisme à peu près sous le même angle que Marx, mais avec 2 siècles d'histoire supplémentaire. Donc, on peut vérifier très aisément que la pensée de Marx, la dénonciation de Marx au niveau du capitalisme est quand même irréfutable. Ça, on peut pas le nier. Si on a lu Le Capital, on peut pas dire que ce qu'il disait, c'était pas vrai. Donc, je m'inscris effectivement dans le matérialisme historique au niveau de l'analyse. Mais alors, mon manifeste n'a strictement rien de commun avec celui du Parti communiste. Déjà, le manifeste du Parti communiste, il y a 3 parties dans le manifeste du Parti communiste. La première partie s'adresse à l'histoire du capitalisme et de l'ascension de la classe dominante actuelle, c'est-à-dire de la bourgeoisie. Oui. Ensuite, on a dans la deuxième partie Marx et Engels qui exposent ce que doit faire le Parti communiste à partir du prolétariat. Et dans la troisième partie, ils font une critique des autres idéologies socialistes et communistes de l'époque. Moi, mon manifeste, c'est ni une critique de la société, ni une critique d'une classe, ni des autres idéologies. Mon manifeste, il repose sur quoi? Il repose sur des brefs constats et c'est une proposition totalement révolutionnaire et libertaire. Donc là, si vous me dites ça, moi, je me dis en fait que probablement je me suis mal exprimée dans mon manifeste, hein, parce que en fait, mon manifeste n'a strictement rien à voir avec le communisme autoritaire, hein, parce que le manifeste du Parti communiste, c'est du communisme autoritaire. Et moi, mon manifeste, en fait, il est totalement hors de ça. Et puis en plus, ce dont je me rends compte, en fait, moi je suis hors du formatage capitaliste. Peut-être que c'est ça la raison qui rend imperméable ma pensée. Mais en tout cas, ce que je constate, à travers mon parcours politique, moi j'ai été au sein d'organisations politiques dont communistes révolutionnaires, et je me suis rendu compte que les organisations qui se disent anticapitalistes n'arrivent pas à s'extraire du capitalisme dans leur pensée. Quand ils font des propositions, c'est toujours des propositions capitalistes. Alors, probablement parce que les racines et les mécanismes du capitalisme sont complexes et que la majorité des gens ignorent jusqu'à où les racines sont profondes. Moi, j'ai beaucoup étudié ce système. Comme j'ai dit, j'ai fait une conférence là-dessus, sur sur le capitalisme. Mais ce qui est étonnant avec Marx, parce que Marx, il nous a quand même fait une étude profonde. Alors, jamais il cite le capitalisme en tant que capitalisme dans son livre Le Capital, mais il explique très bien, oui, il explique très bien, il a très bien étudié le phénomène, le capitalisme, mais il n'arrive pas à formuler une proposition en dehors de ce capitalisme. Il ne propose pas de se débarrasser radicalement du capitalisme. Lui, ce qu'il propose,
c'est de le faire d'une manière transitoire. Moi, je ne m'inscris pas dans cette manière transitoire. Et surtout, c'est quoi sa transition? Ils pensent qu'on doit passer par une étape transitoire étatique. Et moi, je ne crois pas à ça. On voit d'ailleurs que ces idées, quand elles ont été mises en application, eh ben, ce communisme, il a été avorté. Pourquoi il a été avorté? Ben parce que de toute façon, le pouvoir, ça dénature l'homme. Donc, une fois qu'il a le pouvoir, il veut le garder. Et d'ailleurs, Marx lui-même le relève dans ses écrits. Et c'est ça qui est contradictoire dans sa pensée, en fait. Donc, il explique que l'État, c'est un outil du capitalisme. On a aussi Lénine qui l'écrit dans Impérialisme, stade suprême du capitalisme. Or, moi, je propose de détruire l'État directement. Je propose de se construire dans la nation, mais sans État, c'est-à-dire des individus autogérés. Je ne sais pas si vous vous rappelez les propositions de Marx dans le manifeste du Parti communiste. Il propose d'exproprier la propriété foncière et de confisquer la rente foncière au profit de l'État. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il propose? Il propose en fait de changer les bénéfices. Puisqu'il disait que la propriété privée était du vol, oui. Oui, ouais. Mais qu'est-ce qu'il propose? Il propose en gros de changer les bénéficiaires du capitalisme, donc de passer donc le capital entre les 10-15% de bourgeois qu'il possède à un État qui serait comme une espèce d'organe externe à la société et donc qui gérerait le capital. Ça n'a pas de sens. Soit le capitalisme, c'est un problème, soit ça n'en est pas un, mais si c'est un problème, il faut le détruire dans ce cas-là. Et cet État, ça crée quoi? On l'a vu en Russie, ce que ça a fait, on le voit en Chine, etc. Enfin, dans les pays, en fait, qui se sont confondus dans cette idéologie. On voit des bureaucraties énormes, on voit la corruption, et au final, on n'a pas de résultat. On a un système qui est du capitalisme d'État. Il propose, dans ses propositions totalement incohérentes, dans le manifeste du Parti communiste, par exemple, il propose d'avoir un impôt progressif. Mais alors, ça veut dire quoi, ça, un impôt progressif? Un impôt progressif, ça voudrait dire que donc, on n'a pas aboli les classes. Or, et ce qui nous dit que le problème, c'est qu'il y a une lutte de classe et qu'il faut abolir les classes. Mais comment il abolit les classes s'il pense que d'un côté, il y a des gens qui ont des salaires qui sont plus importants que les autres? Parce qu'il défend ça, Marx. Il pense que le travail intellectuel, ça peut valoir plus que le travail manuel ou je sais plus. Voilà, mais comment ça? Du travail, c'est du travail. Une minute, c'est une minute. Qu'on travaille avec sa tête ou qu'on travaille avec ses bras. Tout le monde n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Tout le monde n'est pas un intellectuel. Je vois pas pourquoi celui qui n'est pas un intellectuel va manger plus que celui qui n'est pas un intellectuel. Ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Il veut tout centraliser au niveau de l'État. On dirait que lui, il est coincé, en fait, dans les idées des Jacobins de la Révolution de 1789. Moi, mon manifeste, en fait, il n'a pas grand-chose de commun avec celui du Parti communiste, sauf la lecture du système par le matérialisme historique et la défense des intérêts du prolétariat et plus encore de la paysannerie. Surtout, d'ailleurs, la paysannerie, parce qu'elle est majoritairement exploitée au Mali par la bourgeoisie nationale d'abord, mais internationale ensuite. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que vous n'ayez pas rapproché ce manifeste du discours d'orientation politique de Sankara qu'il a annoncé le 2 octobre 1983. Particulièrement la partie pour une révolutionnarisation de tous les secteurs de la société voltaïque où il parle de l'agriculture, il parle de l'éducation, il parle de l'armée, etc. Comme ce que je présente dans mon manifeste. Moi, en tout cas, je m'adresse en toute particularité à ce que François Fanon appelle les damnés de la terre. Et d'ailleurs, Sankara reprend cette expression quand il dit que les paysans sont expropriés, spoliés, bafoués, humiliés, alors que c'est eux qui fournissent le travail créateur de richesse et que c'est par leur activité à eux, leur activité productive, que l'économie des pays, en fait, se maintient malgré leur fragilité. Oui, donc c'est de leur travail, en fait, que se sucrent les nationaux. C'est aussi, c'est de ça qu'on fait vivre les bureaucrates, c'est de ça qu'on produit, en fait. Et alors que c'est eux qui souffrent le plus des manques de structure. C'est les paysans qui souffrent du manque d'école.
c'est les paysans qui souffrent des manques de fournitures scolaires. Il n'y a pas un livre dans les écoles, il n'y a même pas une table. Ce sont eux, c'est leurs enfants qui vont aller grossir les rangs des chômeurs après avoir passé un peu de temps sur les bancs de l'école, une école totalement inadaptée aux réalités du pays, donc qui vont former décomplexés en gros, et qui seront incapables de s'insérer socialement et qui vont finir par faire quoi en fait, donc des analphabètes et qui vont perdre pied dans la société. C'est cette jeunesse paysanne qui va être aussi la plus sensible à l'injustice sociale et donc qui va devenir, alors Sankara il disait en fait que ces paysans, une fois dans cette situation, ces enfants de paysans, eux ils vont déserter les campagnes pour venir grossir les rangs de la en fait ça va être le Lupen prolétariat des villes en gros quoi. Mais nous on est arrivé, on a à peine dépassé ce stade, mais maintenant qu'est-ce qu'on remarque? C'est ces mêmes jeunes en fait qui vont mourir sur les routes de l'exil en espérant un Eldorado en Occident. C'est ces mêmes jeunes qui vont essayer de s'enrôler dans les armées régulières comme irrégulières. Donc, tous ces mouvements de rebelles qu'on a à gauche, à droite, qu'on peut même plus identifier tellement on en a, c'est ces jeunes qui sont révoltés. Il faut résoudre ces problèmes. Moi, en fait, mon manifeste, il s'inscrit dans cette dynamique de résoudre les problèmes de cette paysannerie. Moi, j'ai vécu comme un paysan pendant 1 an pour pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est que leur problème. Oui. Et donc, moi, mon manifeste, il est entre le programme, le discours d'orientation politique de Sankara qu'il a prononcé en octobre 1983 et la pensée de Pierre Kropotkin, je ne sais pas si vous connaissez, qui a écrit La conquête du pain et qui est un communiste libertaire. Moi, je suis communiste libertaire. Je ne suis pas communiste autoritaire, je n'ai rien à voir, si ce n'est pas l'analyse économique, je n'ai rien à voir avec Marx. Oui, effectivement, vous vous démarquez du communisme que nous avons connu. Par exemple, l'exemple de la Chine et de la Russie que vous avez cité, des communismes qui vraiment n'existent que par le nom, autoritaire, tout ça là, et vous semblez, à vous suivre, vous semblez faire une déconstruction du communisme en tant que tel. Mais, entre-temps, en lisant votre manifeste, j'ai pu, en tout cas, je ne sais pas, me rendre compte d'une phrase ou, c'est pas, d'une déclaration qui me paraît un peu difficile à vous dissocier du communisme autoritaire. Vous dites, tout Malien est libre de quitter le territoire malien, mais ne peut y entrer librement. Pourquoi et comment vous pouvez vous démarquer du communisme autoritaire si vous obligez les gens, ou bien il y a des, en tout cas, que les gens ne peuvent pas rentrer dans un pays, dans leur pays d'origine librement, alors qu'ils peuvent en sortir librement. Bon, alors je comprends que ça puisse choquer, oui. Mais alors il faut aussi se rendre compte dans quel monde on vit. On vit dans un monde où tout le monde intégralement est capitaliste. Oui. Si on veut instituer un système différent, il est indispensable de protéger son système, de fermer les frontières, de contrôler ce qui rentre, ce qui sort, comme les gens qui rentrent. On ne peut pas enfermer quiconque qui refuse ce système. Je suis libertaire, je défends la liberté. Je ne peux pas obliger les gens à adhérer à un tel système. Cependant, la liberté, elle a ses limites dans un monde qui est hostile, surtout un monde capitaliste qui repose sur les théories genre Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, reprise par Darwin, où on pense que la compétition, c'est normal. L'idéologie de ce manifeste est opposée à ces philosophies, ces théories. Mais je ne suis pas naïve quand même pour savoir qu'elles existent et qu'elles sont pratiquées. Donc, la fermeture, c'est une limite pour préserver un système qui aura l'hostilité de la bourgeoisie internationale, qui, on le sait, a toujours utilisé des moyens pour déstabiliser les pays qui lui résistaient. D'ailleurs, vous avez vu avec Sékou Touré ce qui s'est passé.
Vous avez vu avec Sankara ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, vous voyez actuellement, la junte militaire, les autorités maliennes, elles-mêmes, actuellement, il y a 2 jours, j'ai vu un communiqué, une note à l'adresse des ambassadeurs et des consuls maliens, donc dans les différentes ambassades. J'ai lu cette note qui leur demande de faire attention, étant donné la situation politique du pays, de faire attention sur la délivrance des visas. Oui, Donc, comme oui, quoi, j'ai c'est écouté pas le moi communiqué. seulement Ouais. qui... Voilà. Donc, moi, je suis optimiste, mais je suis pas stupide quand même, au point de croire qu'on va nous laisser installer un tel système où on pourrait dominer le monde. Alors, quand je dis dominer le monde, c'est façon de parler. Mais avec les nouvelles règles du jeu, oui, on pourrait bien devenir les dominants. Alors, avec Rebecca, une seconde. Malik, il y a des gens qui demandent comment appeler pour intervenir. Ici, tu peux montrer les numéros. Ceux qui veulent intervenir, prenez les numéros qui vont s'afficher. Vous pourrez appeler là-bas. Merci. Allez-y, Rebecca, continuez. Merci. Oui. Alors, ma volonté, hein, c'est pas d'obliger quiconque à se soumettre. Mais je pense bien que la bourgeoisie outrageante, qui est attachée à l'impérialisme international, défenseuse des privilèges acquis du fait de leur allégeance à l'impérialisme, une bourgeoisie qui a l'habitude de vivre du travail du reste de la population, de se promener de capitale en capitale, de consommer du champagne et des objets de luxe, va trouver la vie un petit peu austère dans ce système et va continuer à tramer des complots et des intrigues pour la reconquête de son royaume. Donc, il n'est pas question de les retenir. Hein. Ces gens-là ont en général des comptes en Suisse, dans les mêmes les paradis fiscaux, etc. Donc, ils vont trouver le moyen de rebondir ailleurs. Ça, c'est pas un souci. On va pas les obliger à travailler dans l'intérêt de la collectivité non plus. Hein. On peut pas faire ça. On peut pas obliger les gens. Donc, ils sont libres de sortir. Mais après, pour rentrer, quand même, on n'est pas naïf pour penser que ceux qui vont venir dans l'idée de déstabiliser un tel système, ben, on va leur ouvrir la porte et leur faire grand sourire. C'est pas possible, vous comprenez bien. Donc moi, oui, j'ai pas entrevu d'autres solutions que de contrôler les individus qui rentrent. Maintenant, s'il y a des gens qui ont des propositions, elles sont bienvenues. Hein, mon manifeste, il n'est pas fermé. Donc, si quelqu'un a la solution à ce problème, moi, je n'en ai pas trouvé d'autres. Mais en tout cas, s'il y en a qui, voilà, il y a d'autres gens avec d'autres cerveaux qui peuvent voir le problème d'une autre manière et trouver la solution qui va permettre de maintenir un système où tout le monde a le droit à la vie, en fait, c'est-à-dire aux éléments de base de la vie, c'est-à-dire manger sainement, être logé, avoir accès à l'eau potable, à une éducation, etc., etc. Ça, c'est difficile quand il y a une partie qui s'accapare le travail des autres. Donc maintenant, si quelqu'un a une solution à me fournir par rapport à cette situation, moi, j'ai aucun souci par rapport à ça. Mais moi, je n'ai pas trouvé d'autre. Hein. J'ai réfléchi, et moi-même, cette phrase me pose un problème dans mon manifeste. Mais étant libertaire, c'est problématique d'ordre moral pour moi. Mais je n'ai pas d'autre solution. Ok. C'est bien, je pense que c'est clair. Alors, le manifeste, toujours sur le manifeste, me renvoie à l'utopie du Britannique Thomas More, qui, vous le savez, a été, c'est pas guillotiné par le roi Henri VIII, n'est-ce pas, de la Grande-Bretagne. Est-ce que, parce qu'il a proposé, en tout cas, des choses, bon, je parle de l'utopie parce que ce que vous proposez semble très joli et bon, bien à entendre, mais est-ce que vous acceptez le parallèle que j'établis entre votre manifeste et l'utopie du Britannique Monde? Bon, oui et non, parce que je dirais en fait qu'à la base, en fait, ce livre-là, c'est à la période de l'humanisme. Hein, et en fait, oui, absolument. Lui, il est témoin directement du phénomène des enclosures. C'est un témoin direct. Et donc, c'est là-dessus, parce que en fait, ça, c'est une œuvre littéraire à la base. Moi, je suis pas dans la littérature. Hein, bon, je sais pas quelle édition vous avez lu, parce que au fur et à mesure, en fait,
des rééditions de cette œuvre, en fait, c'est devenu comme un espèce de comme un roman, en fait, qui est une espèce de leçon philosophique, morale et politique. Oui, oui, Donc, non, en fait, c'est ça. En fait, c'est ça. En tout cas, oui, oui. mais dans la première partie, en fait, on a un grand échange entre les humanistes de l'Europe, en fait. Maintenant, je pense que ce dont vous voulez parler du deuxième livre, du livre second, en fait, qui est la Oui, description de la ville d'Utopie. oui, Et dans la description de la ville d'Utopie, en fait, oui, alors on peut trouver par exemple dans la partie art et métier, une réflexion qui ressemble un petit peu à la mienne, la façon de découper le travail, etc. Mais en fait, pas tout à fait, parce que je sais pas, je sais pas si vous vous souvenez dans mon manifeste, dans le préambule, comment je découpe le temps. En fait, donc je dis en fait que le temps est découpé en quatre temps différents. On a le temps collectif, le temps personnel, le temps d'instruction et le temps biologique. oui, Lui, il absolument. découpe Oui, pas les choses comme ça. Uh-huh. oui. Et donc, lui, il est prêt quand même à nous faire travailler, je sais plus, je crois, c'est 8 heures ou 9 heures par jour. Ben, moi, non. Sincèrement, non. Je ne veux pas. Moi, je propose qu'on travaille 3 heures, en fait, par jour pour la collectivité. Après, on peut travailler plus si on veut, mais je pense que 3 heures, c'est bien suffisant. Hein. Et en plus, il y a une différence entre Mort et moi, en fait, parce que Mort, lui, alors, on a des choses communes. C'est l'humanisme, c'est la dénonciation Oui, de l'avarice que crée le système capitalisme. Mais par contre, Mort, il est quand même inscrit dans le patriarcat, dans le sexisme, dans l'esclavage, dans l'impérialisme. Donc moi, je suis pas là-dedans quand même. Hein. Donc je sais pas si en fait le parallèle que vous faites, c'est pour montrer les incohérences de mon manifeste, parce que quand même dans son livre Utopie, il y a beaucoup d'incohérences et beaucoup de contradictions. Mais j'espère que c'est pas pour ça quand même, parce que sinon, bon, euh, c'est un peu décevant. en tout cas, merci beaucoup. Je pense que nous tirons donc vers la fin de cette émission. Je vais vous laisser le temps, en tout cas quelques minutes, et pour, disons, donner votre mot de fin surtout, et pour peut-être si vous pensez que vous n'avez pas pu terminer une pensée, vous voulez la, n'est-ce pas, la réexpliquer, et puis vous nous donnez votre mot de fin. Je vois qu'il y a des auditeurs qui veulent appeler. Je leur dis tout simplement d'appeler le 612 224 20 20. Ils pourront intervenir. Je ne sais pas si c'est pour faire des commentaires ou bien pour poser des questions à mon invité. De toute façon, Rebecca est encore là. Pendant qu'elle est là, appelez donc pour intervenir. Merci beaucoup. Alors, Rebecca, comme je le disais, ouais, vous Ah, appelez. Donc, le numéro, c'est un oui, numéro oui. WhatsApp. Donc, c'est bon, vous utilisez votre WhatsApp, vous pouvez appeler. Donc, c'est ça. C'est un numéro WhatsApp. So, merci. 612 224 Bon. 20 20. Vous pourrez nous joindre sur WhatsApp. Merci. Donc, je disais tantôt que si vous voulez, en tout cas, clarifier une pensée avant de clôturer l'émission. Bon, clarifier une pensée, je pense que, à mon sens, j'ai été claire. Maintenant, c'est à vous de me Oui. dire si j'ai pas été claire dans ce que j'ai dit. Oui. Maintenant, moi, ce que je regrette, par rapport à ce manifeste, hein, et ce que je constate, alors, la lecture, c'est vraiment pas le truc des Maliens. Ça, c'est clair. Et que depuis que ce manifeste a été écrit, ben, j'ai pas réussi à le faire lire à un Malien et d'en avoir une critique. Et ça, c'est dommage. Il y a des Africains qui ont lu ces manifestes. Même au Congo, il y a un député qui veut l'utiliser. OK. Mais au Mali, alors que je l'ai écrit pour les Maliens, hein, au Oui. Mali, j'ai pas trouvé un lecteur. Ça, c'est triste. OK. C'est décevant. Alors maintenant, on est plus dans une culture de l'oralité peut-être que de l'écrit. L'écriture, c'est peut-être pas trop leur truc. Moi, je veux bien expliquer, lire à haute voix, etc. si c'est nécessaire, mais je pense que il est largement temps qu'on change de système.
Parce que, comme je le dis dans le préambule du manifeste, on est arrivé au bout du système capitaliste et que les dommages que le système capitaliste a causés à notre environnement impactent notre humanité et que notre espèce, dans le système capitaliste, a encore très peu d'avenir. Alors, on va finir, c'est déjà commencé d'ailleurs, on voit le Congo, on est déjà à 12 millions de morts au minimum, le Mali, le Burkina, etc. Et puis, c'est pas seulement là, on va finir dans la plus grande des barbaries. Cette barbarie a déjà commencé. Donc maintenant, soit on accepte ce phénomène, on se dit que bon, notre espèce a déjà bien duré et que bah tant pis, on n'a qu'à continuer comme ça jusqu'à la fin, c'est-à-dire à peu près 50 ans maximum, et on va tous périr dans le plus grand bain de sang. Ou alors on se réveille et on change radicalement de système et vite. Et on a le Mali a un des plus gros potentiels pour faire cette révolution mondiale et donc la révolution africaine pour commencer. Avant de commencer à faire la révolution dans le monde, il va falloir faire la révolution là où on est. Ok. Malik, oui, alors, avec il y a quelqu'un sur la ligne qui veut intervenir. Je ne sais pas si il veut poser une question ou bien un commentaire, faire un commentaire. Allô? Oui, allô, bonsoir, Tempo Bonsoir, TV. monsieur. C'est de la part de qui? C'est de la part de Bessan Pascal depuis Luxembourg. Merci beaucoup, le luxembourgeois. Alors, vous voulez poser une question ou bien faire un commentaire par rapport à l'entretien? Bah, c'est juste bon, pour faire, disons, pas un commentaire, mais poser une question. Allez-y rapidement. Allez-y. Bon, je vous remercie tantôt pour le travail que vous menez. Merci. Surtout vous, les journalistes, et nous, les autres Panafricains. Nous vous remercions beaucoup et que Dieu nous aide pour pouvoir continuer la lutte et aller jusqu'au bout et avoir les résultats concrets que nous voulons. Et je voudrais juste demander. Ce qu'il dit, je sais pas ce qu'il dit. Parce que je ne vous ai pas suivi du début jusqu'à ce niveau. Comme je vous ai, j'ai vu tout de suite et j'ai allumé, j'ai entendu un peu ce que votre invité, madame, oui, elle a dit un peu, mais pas beaucoup. Mais juste pour savoir, jusqu'à au niveau que nous sommes maintenant pour la lutte que nous sommes en train de mener, et nous voyons qu'il y a les Maliens qui sont en train de lutter très fort maintenant pour aller de l'avant. Et contrairement, il y a des Européens, les Occidentaux qui sont contre, et ils sont en train de sanctionner, hein, et même le CEDEAO sanctionne pour pouvoir arrêter la lutte que les Maliens sont en train de mener. Et ils disent qu'ils sont en train de faire ça là pour nous, les peuples, alors que le peuple est contraire de ce que la CEDEAO fait et ce que l'Occident fait. Bon, nous les Africains même, on est à quel niveau pour pouvoir lutter et avoir le résultat que nous voulons comme peuple africain? C'est ça ma demande, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Est-ce que Mme Rebecca a écouté la question de l'intervenant? Non, moi, j'avais pas le son, en fait. Bon, oui, je vais vous reprendre ça. Bon, il dit, disons, grosso modo, que actuellement le peuple malien est en train de lutter pour se libérer, et au même moment, l'Europe et la CEDEAO, n'est-ce pas, sont en train d'aller nager à contre-courant, soit disant qu'ils le font pour aider le Mali. Quand vous prenez par exemple les sanctions de la CEDEAO sur le Mali. Et il dit maintenant, sur le plan lutte pour la libération, n'est-ce pas, de l'Afrique, où est-ce que nous en sommes? Bon, pour dire les choses, franchement, la question est un petit peu embarrassante, étant donné que la parole n'est pas libre au Mali actuellement. Oui. Et
Donc, donner une position réelle, hein, c'est un petit peu compliqué. Oui, donc, mais par rapport à la lutte générale pour la libération, parce que vous-même, vous sentez la nécessité d'une lutte pour libérer l'Afrique totalement, n'est-ce pas, de ces Oui, bien chaînes-là. sûr. Vous Bien avez sûr. parlé de la monnaie, Bien vous avez sûr. parlé de beaucoup de choses. Et donc, ils demandent, bon, où est-ce qu'on Oui, en mais est? jusqu'à Est-ce que... présent, ouais. bon, tant pis si je risque la prison, mais jusqu'à présent, depuis 18 mois, on n'a pas constaté de changement Oui, factuel. oui, allez-y, Rebecca, continuez. Oui, j'ai dit, on n'a pas constaté de changement factuel. On a une propagande sur les réseaux sociaux, Oui. mais dans les actes concrets, on est toujours dans le même système. On est toujours dans la même constitution. On est toujours... Alors, avec la même monnaie, ça, je peux comprendre qu'ils soient en difficulté, mais bon, voilà, moi, je propose qu'on sorte de ce système complètement. Ok. Qu'est-ce qu'on fait encore avec la CEDEAO? Qu'est-ce qu'on fait encore avec cette monnaie? Qu'est-ce qu'on fait encore dans ce système capitaliste qui nous étrangle? Qu'est-ce qu'on Yeah. fait avec encore cette constitution qui n'a aucun sens? Okay. C'est ça la question. On est dans une constitution, on est dans une constitution qui condamne les putschistes, qui les condamne à mort, mais on l'a maintenue. Vous pensez rapidement qu'il faut, c'est pas, refondre tout ça là, les textes pour pouvoir avancer et pour montrer que vraiment il y a une volonté d'aller de l'avant. À mon sens, oui, on doit faire reset maintenant. On doit remettre tout à zéro. On peut pas garder. On peut pas garder les mêmes textes qui nous emprisonnent et en même temps dire qu'on se libère. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Non, non, je vois, c'est les mêmes incohérences que Marx, quoi. Ok, je vois. On y signale qu'il y a un autre intervenant. Merci beaucoup par rapport à cette réponse. Alors, Allô, bonsoir, professeur. Oui, allô, bonsoir. C'est de la part de qui? Oui, c'est de la part de Mouda. Alors, oui, allez-y, vous voulez poser une question? Je voulais poser une question. Alors, je voulais demander par rapport à notre frère Imolou, est-ce que vous avez quelques nouvelles? Et puis après ça, j'ai quelques informations qu'il y a notre frère, il s'appelle Ibrahim, il était au Togo, on l'a arrêté. Et puis on n'est pas, je ne sais pas si vous avez quelques informations de ça. Et moi je veux savoir, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas toujours quand quelqu'un arrive au Togo, on l'arrête quoi. Je ne sais pas si vous avez... Oui, merci beaucoup pour notre camarade de lutte, frère Oumolou. Oumolou est toujours gardé au SCRIC. Ce qui n'est pas... Vous avez information par rapport à Ibrahim? Oui, alors, oui, il est toujours au SCRIC. Oui. Ibrahim aussi, semble-t-il, ils les ont déférés à la prison depuis avant-hier. Ibrahim et puis tous les trois ils avait arrêtés, ou bien les quatre. Ils sont envoyés en prison. Mais Ibrahim pour le moment, par rapport à Ibrahim, pour le moment, ce que nous savons, c'est qu'on nous a dit qu'ils sont envoyés en prison, mais nous ne connaissons pas pour le moment les motifs. Vous savez, le gouvernement togolais, c'est de ce gouvernement-là que nous parlons. Ils vous arrêtent d'abord avant d'aller fabriquer les preuves contre vous. Donc, ils sont en train de fabriquer. On ne sait pas ce qu'ils vont sortir de leur baguette magique pour venir, n'est-ce pas, et mettre sur des citoyens. Donc c'est pourquoi quand nous parlons de la lutte, il faut qu'elle s'accentue et qu'elle se généralise parce que, comme le dirait Martin Luther King, l'injustice à quelque endroit du monde que ce soit est une menace pour la justice partout dans le monde. Et ce qui se passe au Togo représente une menace pour l'humanité. Donc, je m'arrête là pour le moment. Alors, Rebecca, j'ai quelque chose. Attends, j'ai quelque chose à ajouter. Mais qu'est-ce qu'on fait quoi? Alors, quand quelqu'un arrive au pays, donc ça veut dire qu'on ne peut pas voyager, on ne peut pas aller au pays, on ne peut pas visiter. Oui, ils ne veulent pas que vous voyagiez. Nous avons dit que ces gens-là ne veulent pas que la diaspora rentre, les gens n'ont pas cru. Voilà les preuves. Qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? On a fait quelque chose. Comment? Donc, on laisse payer avec eux? Ou bien comment? Fort Gnassingbé ne veut pas que vous rentrez au Togo. Donc, il faut le comprendre ainsi. Tu rentres, ils vont t'arrêter. Ouais.
Alors Rebecca, il faut conclure parce que les intervenants, notre temps, notre temps l'heure a sonné. On conclut, on a fait 1h15. Merci. Ouais. D'accord. Bon, ben, en tout cas, moi, ce que j'espère, c'est que j'aurais donné envie de lire ce manifeste. Alors, effectivement, oui. Ce manifeste, c'est écrit pour le Mali. Mais, comme j'ai dit déjà au Congo, les gens s'en sont emparés. Il peut être valable. Ce sont des valeurs, en fait. Donc, ça peut être valable à peu près partout. Sauf que, effectivement, au Mali, on a une chance importante qui est l'Office du Niger. Parce que toute révolution, la priorité d'une révolution, c'est de nourrir le peuple. Oui. Et si on ne peut pas nourrir le peuple, la révolution va se transformer en contre-révolution inéluctablement. Oui, puisque dans la révolution, même, c'est en tout cas quelque chose qui n'est plus comme avant, c'est vrai. Oui, allez-y. Oui. Donc, au moins, au Mali, on a cette chance d'avoir l'Office du Niger qui est exploité qu'à 10% de ses capacités jusqu'à présent et qui déjà permet, au Mali, en fait, on a l'autosuffisance alimentaire. Alors, on ne l'a pas dans la réalité parce qu'on a des spéculateurs, mais on ne l'exploite pas. Ouais. Non, mais on produit suffisamment pour nourrir toute la population au Mali. Ça, on le fait déjà. Mais le problème, c'est qu'on a des spéculateurs qui viennent au moment des récoltes et qui récupèrent les récoltes auprès des paysans qui, eux, sont la corde au cou au moment de la rentrée scolaire. Oui, à des prix dérisoires. Et puis, ces mêmes paysans vont racheter à partir de janvier, février, là, maintenant, ils ont fini, eux, leur propre réserve à 10 fois le prix de ce qu'ils ont vendu. Mais aussi, ces spéculateurs vont aller vendre ça dans les sous-régions parce que dans les sous-régions, on ne cultive pas autant qu'on cultive au Mali. Donc, au moins, nous, on a cette chance. Alors, il y avait une mesure des autorités de la transition qui était appréciable, mais malheureusement, ils n'ont pas mis les moyens en œuvre les moyens de coercition qui permettaient, mais en tout cas, ils ont interdit l'exportation des céréales. Ça, quand même, on peut saluer cette mesure. Mais on sait que comme de toute façon nos frontières sont pas contrôlées et que ici c'est très poreux, avec la corruption on fait ce qu'on veut. La preuve c'est que l'embargo, de toute façon les marchandises elles rentrent, elles sortent. Donc pour dire les choses franchement. Donc cet embargo c'est juste du joke, voilà. Mais donc il faut en tout cas, si on veut faire une révolution, il faut s'organiser et réfléchir. Et surtout réfléchir comment on va nourrir la population qui est la priorité absolue avant tout changement. On ne peut pas espérer quelques changements tant qu'on a des crèves-la-faim. Ok. Merci beaucoup, Madame Rebecca. Je vois clairement que votre manifeste s'inspire de l'humanisme que vous épousez. L'homme doit être au centre de tout. Et vous revenez à chaque fois, n'est-ce pas, au peuple, en tout cas, qui doit quand même, qu'on doit, n'est-ce pas, bien soigner avant toute chose. Le prolétariat. Oui, je défends avant tout, je défends les plus défavorisés, les gens en fait qu'on exploite. Parce que on nous fait croire que l'exploitation vient extrêmement de l'extérieur. Alors c'est vrai, on va pas nier qu'il y a une bourgeoisie internationale qui profite bien de la situation, mais on oublie souvent qu'on a une bourgeoisie interne qui se régale bien aussi sur le dos du prolétariat et de la paysannerie. On a des gens quand même qui se déplacent en jet privé pour aller manger un Big Mac pendant que d'autres n'ont pas 200 francs pour acheter un demi-kilo de riz. Ça fait pitié. Et c'est un problème général dans tous les pays africains. En tout cas, c'est pourquoi il faut vraiment, en tout cas, tout changer pour pouvoir avancer vers une société plus humaine et humaniste qu'on puisse avoir. Parce que le lait de toutes les vaches est blanc, en tout cas partout en Afrique, en tout cas. Oui. Bon, je pense que oui, on peut être d'accord là-dessus. Voilà, on espère que le monde va changer
et vite. J'espère que j'ai donné cette envie de changer ce système capitaliste et surtout de s'organiser pour qu'on le change. Parce que c'est pas comme ça, de manière éparse, chacun dans son coin, qu'on va changer un système aussi meurtrier. Parce que le système capitaliste est un système meurtrier. Ouais. Alors, vous serez d'accord si je disais prolétaires de tous les pays, unissez-vous? Oui, mais avant tout, paysans de tous les pays. Je crois que c'est avant tout la paysannerie qui doit s'unir parce que le prolétariat, c'est les salariés. Et au Mali, on n'en a pas tellement, en fait, hein, pour dire les choses franchement. Je crois qu'en Afrique, en général, on n'a pas tellement de prolétaires. On a des gens exploités, surexploités, mais on n'a pas le prolétariat. Le prolétariat, c'est celui, en fait, qui vit de son travail au jour le jour, mais la plupart des gens ici, ils n'ont même pas, en fait, ils n'ont même pas de travail, cet emploi. Oui. Voilà. Donc, on ne peut pas dire prolétaires de tous les pays, unissez-vous, mais plutôt paysans de tous les pays et exploités de tous les pays. C'est surtout exploiter de tous les pays qui doit s'unir. Exploiter sera un bon, en tout cas, aura plus de sens. Exploiter de tous les pays. Ouais. Bien. Okay. Alors, voilà, merci. Je suis à la disposition. Oui. Merci, Madame Rebecca. Je pense que les éditeurs ont écouté, ils ont aimé. Nous avons vu une participation énorme, en tout cas, à cette émission. Je les invite à aller lire, n'est-ce pas, le manifeste pour plus de détails. Je pense que, en tout cas, ce n'est pas votre dernière interview sur ce plateau. Et au fur et à mesure qu'on avance, on va vous ramener, en tout cas pour encore d'autres clarifications par rapport à cela. Vous avez parlé d'un député congolais qui déjà adopte le manifeste. Je pense que vous avez été clair, il n'est pas un manifeste communiste, mais il est un manifeste qui qui veut, n'est-ce pas, mettre le capitalisme tuant, le capitalisme criminel de côté pour que l'homme puisse quand même reprendre, n'est-ce pas, sa liberté par rapport à soi-même. Je pense que c'est une bonne chose et j'invite les gens, le monde, à aller lire le manifeste, en tout cas pour comprendre ce que vous proposez et qui est une alternative par rapport au capitalisme. Merci beaucoup pour, n'est-ce pas, cette disponibilité et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et comme vous le savez, Afrique et Monarchie est votre émission qui, n'est-ce pas, vous explique les problèmes, les sujets, n'est-ce pas, politiques, économiques et comment l'appelle-t-on, sociaux de l'Afrique, parce que nous avons le devoir de faire en sorte que tout le monde comprenne ce qui se passe, parce que c'est l'éducation qui va nous sauver. Quand on comprend mieux, on agit mieux. Merci beaucoup. Alors, une fois encore, merci à Rebecca qui nous a entretenus par rapport à son manifeste.